Je vais donc vous présenter l'état des lieux sur le phénomène prostitutionnel en Normandie que nous avons réalisé sur la fin 2019. Je vais vous présenter les objectifs et la méthodologie que nous nous étions fixés, quelques repères juridiques et des éléments de définition, quelques données nationales sur le phénomène prostitutionnel chez les 15-25, et puis évidemment le phénomène prostitutionnel chez les 15-25 en Normandie. Après, je peux pas dérouler moi-même le diaporama. Hop, alors c'est bien avant. Tu vas voilà. Oui, ça c'est bon. Hop, la petite diapo suivante. Voilà, donc les objectifs de cet état des lieux étaient d'effectuer donc une analyse de situation du phénomène prostitutionnel chez les 15-25 et Promotion Santé Normandie a sollicité l'appui de l'ORS Créail Normandie pour la réalisation de cette analyse de situation. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé cette analyse de situation? Dans un premier temps, quelque chose de très classique, dans un premier temps, nous avons fait une recherche bibliographique et puis nous avons animé des focus group, donc des entretiens semi-directifs de groupe, un par département. Nous en avons réalisé 6 puisque la Seine-Maritime nous avons fait deux focus group sur la Seine-Maritime, un au Havre et l'autre à Rouen. Les objectifs de ces focus group, c'était de faire émerger la perception des professionnels quant au risque prostitutionnel ou à la prostitution des 15-25, d'identifier des parcours, des besoins d'accompagnement des jeunes concernés et des problématiques rencontrées par les professionnels, et dans un troisième temps, d'identifier les besoins de formation des professionnels. Alors, qui était invité à ces focus group? Alors, on essaie d'avoir une grande variété, richesse d'acteurs, l'éducation nationale, l'ASE, les services territoriaux éducatifs en milieu ouvert, le CROUS, les maisons des ados, des missions locales, Médecins du Monde, des Mouvements d'Unis, des CHRS, l'AMPA, des plannings familiaux, des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, des foyers jeunes travailleurs, etc. Alors évidemment, très variable d'un territoire à l'autre, puisque toutes ces structures n'existent pas forcément sur tous les départements, mais en tout cas, on a essayé d'avoir un maximum de professionnels venant d'institutions diverses. Cependant, on a un niveau de participation très hétérogène selon les départements. La diapo suivante, s'il te plaît, Laure. On a eu 21 participants pour la Seine-Maritime à Rouen. Sur les autres départements, Calvados, l'Eure, la Manche, la Seine-Maritime, au Havre, entre 10 et 11 participants. Et 3 participants dans l'Orne. Je vois les questions arriver en même temps, donc ça me perturbe un peu. Alors, du coup, on répondra aux questions à la fin, c'est ça? Oui, c'est mon collègue qui se charge. Mon collègue se charge de recenser toutes les questions. On va trier et puis après, on les posera après le prochain intervenant. Alors, sur les repères juridiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des repères juridiques, mais c'était surtout pour signifier que lorsque nous avons animé les focus group, il y avait une grosse demande de la part des professionnels et des bénévoles, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y avait quand même quelques bénévoles, sur le besoin d'avoir des repères juridiques sur ce qu'était la prostitution, ce que ça recouvrait et jusqu'où ça allait. Donc, on a des besoins de resituer tout ça. Sur les repères juridiques, donc M. Rosé l'a dit tout à l'heure, donc il y a une loi assez cadre qui est celle du 13 avril 2016 qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Donc, avec l'idée de renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et d'accompagner les personnes prostituées tout en définissant les modalités de l'infraction de proxénétisme. Un autre élément de juridique réglementaire, le décret du numéro 2017-281 du 2 mars 2017, qui vient préciser ce qu'est la réduction des risques pour les personnes en situation de prostitution. Et donc, ça vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux des pratiques prostitutionnelles.
Sur la diapo suivante, on vous a mis aussi les plans interministériels ou les plans d'action qui existaient pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, le 5e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, le 2e plan d'action national contre la traite des êtres humains. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, puisque ça pourrait faire l'objet enfin, j'ai pas assez de temps pour rentrer dans tous ces détails-là. En tout cas, vous pouvez retrouver ces éléments-là et dans la synthèse ou directement en recherchant ces plans ministériels. Sur les d'autres repères juridiques, c'est plutôt un élément de définition sur ce qu'est la prostitution, sur ce que c'est le proxénétisme et sur ce que c'est la traite des êtres humains. Ce qu'on a pu noter, c'est qu'évidemment que le concept de prostitution est complexe à définir par les professionnels et par les personnes elles-mêmes. Jusqu'où ça va? Est-ce que je suis en situation de prostitution, oui ou non? Donc, une définition juridique issue de l'arrêt de la Cour de cassation en 1996 a été formalisée pour préciser que la prostitution consiste, et je cite, « à se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. » Le proxénétisme est quant à lui défini par l'article 225-5 du Code pénal comme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de tirer profit de la situation de prostitution, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution. La traite des êtres humains, elle, est une autre forme d'exploitation qui est définie par l'article 225-4-1 du Code pénal, et c'est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes, avec l'emploi, enfin plutôt avec des circonstances aggravantes. Voilà pour les repères juridiques. Après, on va voir les éléments de définition et de contexte. Ce qui ressort et dans la littérature, et puisqu'on a pu voir aussi, entendre lors des focus group, c'est que les termes relatifs aux pratiques prostitutionnelles ont évolué, et, tendant à minimiser la réalité de la prostitution et qui reflètent aussi des réalités très diverses. Alors, on va parler de michedonnage, d'escorting, de sugar baby ou de sugar daddy. Et on va aussi trouver cette évolution du vocabulaire avec aussi l'évolution des techniques et des pratiques sociales avec la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Quelques éléments de définition qu'on a pu trouver dans la littérature. Le michetonnage, qui est le fait pour une personne vulnérable, notamment du fait de sa minorité et ou d'un contexte de souffrance psychosociale et ou de précarité sociale, de s'engager dans une conduite à risque où la mise en danger de soi est liée à des relations sociales et affectives structurées par des transactions économico-sexuelles qui ne prennent pas la forme d'une rémunération d'actes sexuels tarifés ou pas explicitement, ou encore qui ne sont pas perçus comme tels, mais par exemple comme un cadeau valorisant, un soutien, etc. C'est une définition qu'on a pu trouver dans le guide pratique Prévenir le michetonnage chez les ados, comprendre le phénomène pour repérer et agir, donc de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Vous trouverez les références aussi dans la synthèse que nous avons réalisée. Là aussi, important de définir auprès des professionnels qu'on a pu rencontrer lors de focus group, c'est-à-dire que c'est des mots qu'ils ne connaissaient pas forcément, tous en tout cas, et qui avaient besoin d'être bien précisés. L'escorting, qui consiste à accompagner une personne dans une soirée ou événement avec une offre de prestation. Et l'escort boy ou l'escort girl désigne un service d'accompagnement individuel personnalisé. Tout type de profils sont recherchés, personnes cultivées pour tenir une conversation, personnes avec un comportement plus léger pour une soirée festive, etc. L'escorting est souvent, ce qu'on a pu repérer dans la littérature, c'est que l'escorting est souvent assimilé dans les représentations à la prostitution de luxe. Or, la clientèle des escortes n'est pas forcément aisée. Là aussi, l'évolution de l'accès aux réseaux sociaux et à Internet a beaucoup plus démocratisé, je dirais, entre guillemets, bien sûr, le recours à l'escorte. Et enfin, le sugar daddy est un homme qui offre des cadeaux à des jeunes femmes, qu'on appellera les sugar baby, en échange de relations sexuelles.
Alors, je répète, hein, c'était important de repréciser ça dans le cadre de la synthèse, parce que ça fait partie des éléments, les besoins de définition de la part des professionnels qu'on a pu retrouver dans le focus group et qui sont forcément aussi un préalable quand on va imaginer des actions de formation. D'avoir un langage commun. Sur des autres éléments de définition et de contexte qu'on va retrouver à la fois dans la littérature et puis ce qu'on a pu repérer dans les focus group, ce sont les lieux d'exercice de la prostitution qui vont être divers. Donc, on va avoir une prostitution de rue, qui est la plus visible, qu'on connaît, qui est localisée à certains quartiers, bois, artères, circulation des villes, mais néanmoins, elle représente moins d'un tiers des modalités de contact avec les clients. Et après, on va avoir en parallèle, on a la prostitution indoor, bar à hôtesse, des salons de massage ou des appartements privés. Ce qu'on a pu noter et dans la littérature et dans ce que nous ont pu nous dire les professionnels dans le focus group, c'est que l'Internet facilite l'accès à une activité prostitutionnelle rapide, facile et discrète, difficilement quantifiable. La question de la quantification avec les réseaux Internet est très complexe. Il existe des sites spécialisés, des sites de petites annonces, des sites de rencontres, des blogs personnels, c'est assez facile d'accès. Si vous tapez escorte ou sugar baby dans votre barre de recherche, vous tombez très facilement sur des sites qui proposent des services. Dans le cadre de notre revue bibliographique, nous avons trouvé quelques données nationales sur le phénomène prostitutionnel des 15-25. Et ce qu'on a pu trouver dans ces données, alors essentiellement pour trouver des données nationales, la Fondation CEL, qui fait régulièrement un état des lieux international d'ailleurs, mais aussi national, et puis des publications de l'Amicale du Nid et du Mouvement du Nid qui permet d'avoir quelques précisions sur l'état du phénomène prostitutionnel chez les 15-25. Alors, les formes de prostitution des 15-25 sont variées. On va être sur des personnes, des jeunes locaux ou des étrangers qui vont être exploités sexuellement dans ou en dehors des réseaux. Et les chiffres concernant la prostitution adolescente sont très approximatifs, tant le phénomène est insaisissable. Insaisissable, pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un recours à Internet, des messageries instantanées qui fait que le message ne reste pas, donc c'est difficilement traçable, et la prostitution indoor, donc plutôt un appartement. Ce qu'on peut noter aussi dans cette revue de littérature, c'est que l'entrée dans la prostitution se fait souvent à l'adolescence. 10% des personnes prostituées interrogées ont commencé cette activité alors qu'elles étaient mineures. Et 39% d'entre elles avaient entre 18 et 24 ans. C'est dire si la tranche 15-25 n'est pas une tranche prise au hasard, c'est qu'effectivement, il y a un risque à ce moment-là de rentrer dans la prostitution. La proportion des victimes mineures aussi est en forte augmentation. Pour l'OCRET, donc l'OCRET qui est l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, les mineurs représentent 15% des victimes d'exploitation sexuelle identifiées en 2017. La même année, la Brigade des mineurs a enquêté sur 90 dossiers de prostitution volontaire représentant 150 victimes mineures, pour 20 en 2014. Ce qu'on note aussi dans cette revue de littérature, c'est qu'il y a une augmentation du phénomène de traite franco-française, par exemple dans les cités. Quelques cas enregistrés en 2014, 21 affaires en 2015, 48 affaires en 2016, 84 en 2017, soit 193 victimes. Alors oui, vous aurez le diaporama, j'ai vu la question. Oui, vous aurez le diaporama, mais vous aurez aussi certainement la synthèse qui est un peu plus étoffée que ce que je présente dans le diaporama. Alors, il y a peu d'informations aussi sur le plan national sur la prostitution des mineurs. Ce qu'on va trouver dans la littérature, c'est une grosse préoccupation de la prostitution des mineurs, mais il n'y a pas réellement d'études qui ont été menées sur les mineurs. On va avoir des études qui vont être beaucoup plus menées sur la prostitution des étudiants, et je citerai celle de l'Amicale du Nid de l'Hérault, 34, c'est l'Hérault, sur 2012-2014.
qui nous indique qu'il n'y a pas de profil type, mais des caractéristiques communes aux 59 personnes de l'échantillon de l'étude réalisée par l'amicale du Nid. Ce qu'ils peuvent en ressortir en termes de données sur cette prostitution des étudiantes, c'est qu'il s'agit majoritairement de femmes, en majorité non boursières, issues des classes défavorisées, qui sont sans enfants et ne vivant pas en couple, d'une moyenne d'âge de 24 ans et demi, et qui se situent plutôt dans les années de licence de leur cursus universitaire. Alors, sur le phénomène prostitutionnel des 15-25 ans en Normandie, le retour des focus group est tout d'abord quelques précautions méthodologiques. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions invité beaucoup de monde, tout le monde n'est pas venu. Il y a des variations territoriales, mais il y a aussi des variations entre les professionnels qui étaient en présence. Je ne vous l'ai pas dit ça, mais quand on invite des institutions et quand des professionnels se déplacent, vous pouvez avoir évidemment des professionnels qui sont presque experts sur la question sur la thématique, donc qui sont régulièrement confrontés à des situations de prostitution. D'autres qui peuvent être très engagés, militants aussi, et puis d'autres qui viennent à ces focus group parce qu'ils ont besoin d'informations sur la prostitution des 15-25 en Normandie, ce qui peut créer dans des groupes des besoins différents et qui vont alimenter par rapport aux questions peuvent alimenter très différemment par rapport aux questions qu'on leur pose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, si c'est très très français. Enfin, voilà, ce qui fait que forcément, vous pouvez avoir une variation. Alors, quand ils sont 21 dans un groupe, ceux qui ont besoin d'informations, ils vont être vite alimentés parce qu'en face, ils ont beaucoup de gens qui ont énormément de choses à dire et qui ont un niveau d'expertise assez important. Et puis, quand vous avez des groupes à 10, 11, voire 3, alors par exemple, le groupe de 3, c'était très gentil de leur venir, mais elles avaient surtout un besoin d'informations sur ce que pouvait recouvrer la prostitution dans leur département. 10, 11, c'est beaucoup plus comment dire, ça dépendait des groupes. Certains étaient experts, donc on a pu avoir de la matière, d'autres avaient besoin d'informations uniquement. Donc, le degré de connaissance du phénomène prostitutionnel, on peut être amené aussi parfois des interrogations ou peut-être des choses qui n'étaient pas très, très justes ou difficilement appréhendables pour ceux qui étaient beaucoup plus experts. Donc, on a une différence alors, du niveau, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, il y a besoin de retrouver un niveau de connaissance à peu près équivalent et puis un langage commun en tout cas. Ce qu'on a pu donc retenir quand même sur ce phénomène prostitutionnel, de la prise de conscience au repérage. Alors, une prise de conscience, donc ce qui est en lien avec ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'une prise de conscience du phénomène très variable d'un territoire à l'autre. Alors, on va avoir une étude en cours qui était déjà bien avancée, donc peut-être qu'en juin, on aura peut-être plus d'éléments, mais une étude sur au niveau des services de la protection de l'enfance de la Seine-Maritime, avec une mise en place d'une grille de repérage à destination de professionnels pour tenter de quantifier le phénomène. En fait, une vision de jeunes qui se lanceraient dans la prostitution, on sent qu'il y a quelque chose, mais on a besoin de quantifier pour voir l'étendue du phénomène. Et une action également du même type du côté des étudiants en Seine-Maritime, plutôt à Rouen, là aussi pour essayer de quantifier le phénomène prostitutionnel. Ce qu'on a pu entendre aussi, c'est que, en termes de levée de tabou, c'est que certains professionnels pouvaient penser l'hypothèse d'une prostitution dans leurs accompagnements depuis peu. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, certains professionnels n'auraient même pas imaginé que la personne qu'ils accompagnent pouvait avoir recours à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Là, oui, il y a quelque chose, une prise de conscience qu'effectivement, ça peut être possible.
sans forcément aller beaucoup plus loin, mais en tout cas un changement de posture aussi professionnelle, au moins dans l'esprit. Et ce qu'on a pu noter aussi, qu'il y a besoin d'une prise de conscience au niveau départemental, régional, voire national sur ce phénomène-là. J'en pars du principe que si on a autant d'écart de participants au niveau des départements, c'est qu'aussi la prise de conscience, je dirais, plus politique est à interroger. Des représentations à interroger. Alors, ça, je ne vous apprends rien certainement, mais là, il y a une représentation assez stéréotypée de la prostitution. La prostituée, d'ailleurs, c'est une femme. C'est une femme majeure dans la rue, sinon ce n'est pas considéré comme de la prostitution, qui reçoit uniquement de l'argent en contrepartie d'un acte sexuel. Or, on voit bien, et vous le savez bien, que ce n'est pas aussi stéréotypé que ça, que la prostitution va recouvrir différentes situations. Sur la représentation aussi à interroger, on va avoir parfois un vocable assez édulcoré, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, pour tendre à minimiser la prostitution, sugar daddy, escort. Et ce qui est important à souligner, c'est que ces représentations-là, elles sont à interroger tant par les professionnels que par les jeunes eux-mêmes. Professionnels qui peuvent venir minimiser, aussi les jeunes qui viennent minimiser, qui ne se reconnaissent pas comme en situation de prostitution, puisque la prostitution, c'est une femme dans la rue, majeure, etc. Autre point, c'est qu'on a un phénomène difficilement quantifiable. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, pourquoi difficilement quantifiable? Parce que vous avez la prostitution occasionnelle, donc forcément différente de celle qui est régulière. Une absence aussi parfois de reconnaissance du phénomène, et par les professionnels et par les personnes elles-mêmes. Et puis la force des réseaux sociaux et des messageries instantanées. On a interrogé les professionnels sur quels étaient les facteurs de risque et les signes de repérage. Là, pour le coup, il y a quand même quelque chose d'assez partagé par l'ensemble des professionnels sur les facteurs psychoaffectifs. Donc les carences affectives, la défaillance du lien, problématique de l'attachement, la représentation du corps qui est erronée, peu de repères, de limites, la question de la vulnérabilité. La question des... il reste 5 minutes, très bien. Des antécédents, violences notamment sexuelles, des comportements à risque, des comportements inadaptés, les facteurs économiques, donc avec donc, le rachat d'une dette, la précarité, puis après des facteurs, des signes de repérage avec l'amélioration d'un niveau de vie tout d'un coup, avec la présence d'un dernier iPhone, qui n'est juste pas possible compte tenu du budget de la personne. Enfin, voilà, donc on a ces facteurs de risque et puis ces signes de repérage. Une tranche d'âge commune, certes, mais des caractéristiques communes, mais des parcours très variés. On va avoir des personnes qui sont victimes de réseaux de prostitution. On va avoir aussi une prostitution masculine qui est beaucoup plus cachée et peut-être moins appréhendable par les associations qui peuvent faire du maraudage. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit lors des focus group. Une grosse inquiétude pour les mineurs isolés. Alors oui, on en a parlé dans les focus group, mais finalement, ça a juste été évoqué comme ça. On a peu de retours sur ce point par les participants. Une tranche d'âge qui peut être à revoir. Alors effectivement, ça a longtemps été abordé la question des jeunes mineurs et puis des majeurs, puisque les mêmes dispositifs ne peuvent pas être mobilisés. Mais ce qui a été évoqué aussi, hors cette idée de mineur majeur, c'est que les mineurs, ce n'est pas 15 ans, c'est plutôt 12 quand tu as un phénomène processionnel. Ça peut démarrer beaucoup plus tôt que ça. Une vraie difficulté pour accompagner les jeunes filles en situation de prostitution issues de la protection de l'enfance. Elles peuvent être à leur tour, à un moment donné, recruteuses des jeunes filles qui sont dans leur foyer. Et puis une prostitution étudiante avec difficile à apercevoir, qui passe par des réseaux sociaux et des sites dédiés. Vraiment peut-être la population la moins appréhendable finalement. Alors, sur les pratiques de réseau plus ou moins structurées, très rapidement, vous avez les réseaux de traite des êtres humains, j'allais dire, voilà. Vous pouvez avoir aussi des exemples de disparition, de fugue pendant quelques jours de jeunes et qui réapparaissent avec de nouveaux vêtements et de nouveaux matériels. Il y a bien un espèce de réseau derrière tout ça pour faire les allers-retours de ces jeunes.
On a également une prostitution issue des quartiers les plus défavorisés, ou alors à ce moment-là, les proxénètes plutôt jeunes sont alors issus du trafic de drogue et qui finalement changent de produit entre gros guillemets. Voilà. Et puis la vraie difficulté, c'est les réseaux sociaux, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Sur l'accompagnement à adapter, je vais aller très vite. La question cruciale de la prévention des risques de la situation de prostitution, donc en amont, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, la cybercriminalité, le baromètre des violences, les actions de sensibilisation qui peuvent mener par les pairs. Et puis, ce qui est noté aussi, l'absence de prévention spécialisée dans les quartiers. Voilà. Et puis, la question de la réduction des risques liés à la situation de prostitution, l'exemple du Cégide dans la Manche ou dans l'Eure. Donc, j'ai vu la question tout à l'heure, oui, les Cégides ont été associés, mais ils n'ont pas toujours été présents selon les territoires. Voilà. Sur l'accompagnement adapté, des réflexions sur l'accompagnement, quelle posture professionnelle adopter? Est-ce que la clé d'entrée de l'accompagnement et la prostitution, ce sont des questions que peuvent se poser les professionnels quand ils accompagnent des personnes en situation de prostitution? Pour de nombreuses situations, la porte d'entrée est la question du logement ou de l'hébergement. Il faut être dans l'absence de jugement et la bienveillance. Ça, c'est des choses qui sont ressorties. Une vraie différence, toujours sur les réflexions sur l'accompagnement, une vraie différence entre les mineurs et les majeurs, tant en termes d'appréhension de la problématique prostitutionnelle que de dispositifs d'accompagnement disponibles. On est sur des dispositifs pour les majeurs, on le sait, notamment, par exemple les parcours sortis de prostitution, mais finalement peu de solutions pour les mineurs. Est-ce qu'on peut transférer, c'est une question qu'a pu se poser certains groupes, peut-on transférer ce qui existe pour les majeurs aux mineurs? Ce qui a été évoqué, ce sont aussi le besoin d'avoir pour les mineurs un accueil de jour, douche pour la douche, le soin administratif, nuitée, histoire de pouvoir recréer du lien sans repasser par le foyer très traditionnel. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir recréer du lien pour envisager d'autres modalités d'accompagnement. Un accompagnement toujours à adapter, le maillage territorial. Donc, il y a des dynamiques de réseau qui existent, mais qui est très variable selon les territoires. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Il y a un besoin d'interconnaissance et d'une meilleure visibilité sur ce qui existe sur le territoire. Finalement, les dispositifs sont peu connus. Ils sont connus par les professionnels de la profession, mais pas forcément de tous les acteurs qui gravitent autour de ces jeunes. Ce qui a été évoqué aussi, c'est la nécessité de travailler situation par situation et le fait qu'accompagner une personne en situation de prostitution mobilise plusieurs acteurs qui obligent donc à mettre en œuvre des partenariats. Ça rejoint l'interconnaissance. Je vais terminer sur les besoins de formation en 3 minutes. Un constat général sur les besoins de formation, c'est que la problématique de la prostitution, finalement, ne fait pas partie du parcours de formation des professionnels. On a pu noter qu'il y avait des professionnels qui existaient, des formations qui existaient, qui proposées par le mouvement d'UNI ou des séminaires proposés par l'Accès. Et puis, il y a des formations moins directement liées sur les violences faites aux femmes, sur la cybercriminalité, mais qui peuvent aussi interroger la question du phénomène prostitutionnel. Pour les besoins de formation en termes de formation, voire d'outils, donc on a sur mieux connaître le phénomène prostitutionnel. Comment? En travaillant sur les représentations et sur la prise de conscience du phénomène, de définir ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui relève de la prostitution, le cadre légal, de mieux connaître aussi le vocabulaire lié à la prostitution, le michetonnage, etc. Les besoins de professionnels, toujours, c'est de savoir repérer les situations de prostitution, donc savoir identifier les signes et pouvoir utiliser une grille de repérage. Les besoins aussi, c'est de pouvoir se positionner en tant que professionnel. Comment formuler le doute? Est-ce que je le formule? Quelle posture j'adopte quand je suis face à une personne où j'ai une suspicion de situation de prostitution? Ce qui est ressorti aussi, c'est le besoin d'acquérir des compétences spécifiques pour mieux accompagner. La dictologie, la prévention, la santé sexuelle, les compétences psychosociales, les violences intrafamiliales. On part de ce que peuvent nous montrer des personnes en situation de prostitution et essayer de pouvoir agir sur ces aspects-là. Autre besoin de professionnels, c'est s'inscrire dans un réseau partenarial. Donc,
Alors, il y a des focus group qui ont permis de développer ce réseau. Par exemple, dans le Calvados, les gens ne se connaissaient pas forcément entre eux. Ou alors, ceux qui travaillaient vraiment sur la question de la prostitution se connaissaient, mais d'autres acteurs plus généralistes, je dirais, qui peuvent être confrontés à ce type de problématique, ne connaissaient pas les experts du territoire, les personnes ressources du territoire. Toujours sur le réseau partenarial, c'est peut-être bénéficier d'un annuaire des dispositifs des personnes ressources existant sur le territoire. Ça fait écho à ce que je viens de dire. Connaître le périmètre d'intervention de chacun, c'est l'interconnaissance, et recueillir les initiatives sur les territoires. Aussi, c'est former et ou identifier des personnes ressources, avoir un lieu ressource, où trouver de l'information, des formations, sur les dispositifs auprès d'un lieu ressource, et puis avoir des ressources, des personnes ressources dans son organisme en interne et en externe, enfin chez soi et puis ailleurs. Et puis également acquérir des compétences en méthodologie de recherche-action et en recherche, montage de dossiers de financement de projets, puisqu'il y a besoin de vraiment étudier les phénomènes dans les organismes. Je pense à l'ASE, je pense à l'éducation nationale, pour pouvoir être plus proactif. Voilà. Pour conclure, en 3 points, une prise en compte du phénomène prostitutionnel, un niveau de connaissance de cette problématique très variable d'un territoire à l'autre, d'un professionnel à l'autre, d'un organisme à l'autre, une forte inquiétude quant au phénomène prostitutionnel chez les personnes mineures, et un besoin de formation indéniable et besoin d'outils pour les acteurs de l'accompagnement. Voilà. Merci de votre attention.